Eh bien, merci beaucoup. Bonjour, enfin bonsoir à toutes et tous. Je vais d'abord, bien évidemment, remercier les organisateurs de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être parmi vous et merci à vous d'être présents ce soir. Alors effectivement, ce soir, je vais vous parler des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, même si ils nous ont beaucoup animés depuis des années, on peut le dire. C'est pas tout à fait fini, puisqu'on est encore en train de regarder dans le rétroviseur. Et donc la question que je vais poser, à laquelle je vais essayer de répondre, c'est fallait-il organiser ces fameux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ? Alors, je le redirai, n'attendez pas une réponse binaire de ma part, oui ou non. Ne me jetez pas des tomates tout de suite. Je vais essayer d'y répondre en apportant un peu plus d'arguments, mais on aura l'occasion aussi d'échanger par la suite. Alors, je le dis dès maintenant, le but, c'est pas faire de la théorie économique appliquée aux Jeux Olympiques pendant 3/4 d'heure à peu près, mais parfois, je vais quand même employer quelques gros mots d'économiste. Vous m'en excusez d'avance et j'essaierai quand même de vous dire pourquoi parfois je vais les mobiliser. Alors, en guise d'introduction, rappelez, même si je pense que ce constat va être partagé par vous tous, qu'on note toujours un engouement très fort quant à l'accueil d'un grand événement sportif international. Alors là, je parle bien évidemment des Jeux Olympiques, mais je parle aussi des Coupes du Monde de football, de rugby, etc. Et cet engouement, on peut le voir dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, notamment via un tas de déclarations, dont celle de Tony Estanguet, dont je vous ai mis la plus belle photo ici, où on voit bien que dès 2017, au moment de l'attribution des JOP de Paris 2024, eh bien, on notait une immense fierté de l'accueil de cet événement, que c'était un moment historique pour notre pays. Ce type de déclaration, on l'a aussi trouvé de la part du co-directeur de la candidature, en l'occurrence M. Lapasset, qui lui aussi montrait que finalement, c'est une date historique, cette date d'attribution des Jeux Olympiques, puisque finalement, c'est l'histoire du sport français qui continue de s'écrire via cette attribution des Jeux à Paris, ce qui est une formidable nouvelle pour la France. Et on le retrouve aussi, je vous ai mis aussi la plus belle photo de Laura Flessel, qui était ministre des Sports à l'époque, où effectivement, on commence à identifier des éléments qui justifieraient l'accueil de ces Jeux Olympiques de Paris 2024, c'est qu'ils vont finalement bénéficier à la France, et en particulier à Paris et à la Seine-Saint-Denis, puisqu'on le redira, c'est en partie là que les infrastructures ont été créées. Alors pour ne pas faire un tropisme Jeux Olympiques, dire que finalement, cet engouement, on le retrouve aussi dans d'autres disciplines. C'est le cas par exemple d'un événement qu'on a organisé il y a pas si longtemps que ça, la Coupe du Monde de rugby 2023, où à nouveau, une déclaration de la ministre des Sports de l'époque, Laura Flessel, qui est à côté du plus grand président de la fédération de tous les temps de rugby, nous disait que finalement, il faut encore une fois se féliciter d'accueillir cet événement et que finalement, ça fait de la France, avec les Jeux de Paris 2024, eh bien, un territoire d'accueil des grands événements sportifs internationaux. Alors mon objectif, ça va être de tenter de comprendre les raisons de cet engouement. Alors vous avez sans doute en tête un tas de raisons, mais je vais essayer, moi, de les déconstruire et de vous montrer en quoi ils peuvent être valides ou pas, ces motifs d'engouement. Et donc pour cela, je vais essayer de passer en revue les preuves qu'on mobilise souvent pour légitimer l'accueil des grands événements sportifs internationaux. Et je gratterai un peu, j'irai plus loin, pour essayer de mettre en évidence la façon dont ces preuves, elles sont aussi parfois construites par des acteurs dont les logiques et les rapports de force sont parfois opposés. Donc finalement, il y a aussi une construction du régime de la preuve, j'y reviendrai. Et la question à laquelle j'essaierai de répondre, c'est, compte tenu de ces régimes de la preuve qui sont co-construits par des acteurs, dans quelle mesure on peut tenter de construire une réponse scientifiquement valide et donc objective de ces motifs d'engouement et de légitimation de l'accueil des événements sportifs. Bien évidemment, mon but, ça va être de l'appliquer, c'est le titre de la conférence, au cas des Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors, juste pour vous donner une idée de la façon dont je vais dérouler mon propos, je ne vais pas pouvoir focaliser dès maintenant sur les Jeux de Paris 2024 si je ne reviens pas sur un tas d'éléments qui expliquent et justifient le pourquoi on accueille des événements sportifs de manière générale. D'accord ?
Donc, dans un premier temps, je reviendrai sur les fonctions qu'on attribue aux grands événements sportifs internationaux. Ensuite, je vous expliquerai que ces fonctions, elles s'inscrivent souvent dans une logique descriptive et non évaluative. Et donc, moi, je vais vous expliquer qu'il faut évaluer les événements sportifs pour mieux comprendre l'intérêt de leur attribution. Ensuite, je vous présenterai les deux justifications les plus usuellement utilisées en termes d'évaluation des événements sportifs, c'est l'impact économique et l'impact social. Et j'appliquerai tout ça pour terminer au cas des Jeux de Paris 2024. Alors, premier point, les fonctions des grands événements sportifs internationaux. En effet, les éléments sur lesquels on fonde le bien fondé de l'accueil des grands événements sportifs internationaux, ça tient finalement au fait qu'il y a des facteurs de deux natures, économiques et sociales, qui finalement contribuent à des effets positifs sur le territoire dès lors qu'on accueille les événements sportifs internationaux. Alors, qu'entend-on par fonction économique et fonction sociale? Par fonction économique, on entend deux choses. D'abord, le fait que recevoir, accueillir un événement sportif d'ampleur internationale sur un territoire, dans un pays, ça contribue à dynamiser et développer économiquement le pays. Ce qu'on entend par là, c'est l'idée qu'accueillir un grand événement sportif international, ça modernise ou permet la création de nouvelles structures, infrastructures, sportives, mais aussi non sportives, des voies de transport, de la desserte, qui va finalement contribuer aussi aux individus au-delà de ces événements sportifs. Ça peut aussi permettre de mettre en relation des acteurs internationaux qui ne se seraient pas rencontrés sans les Jeux Olympiques et qui vont assister à ces Jeux ou à ces événements sportifs de manière générale. Et deuxième élément sur ce facteur économique, c'est l'idée plus directe, je dirais, que accueillir un grand événement sportif international, mais finalement, ça crée des retombées économiques. C'est ce qu'on entend dans tous les discours. Autrement dit, accueillir les Jeux de Paris 2024, ça a finalement généré des flux de revenus supplémentaires en France. On n'aurait pas retrouvé ces flux sans l'accueil des Jeux de Paris 2024. Je reste pour l'instant très sommaire puisque j'expliquerai par la suite. Deuxième dimension, deuxième fonction des grands événements sportifs internationaux, qui encore une fois justifierait, j'emploie le conditionnel, leur accueil, c'est la dimension sociale. Et c'est ce qu'on appelle en économie les externalités positives qui sont associées aux événements sportifs internationaux. Autrement dit, certes, vous et moi, on a pu assister aux Jeux Olympiques, puisqu'on avait envie d'assister aux Jeux Olympiques, d'aller voir des compétitions, mais ça a aussi pu avoir des effets indirects sur notre bien-être et le bien-être d'autres individus. Ces éléments de bien-être, on pourrait les regrouper, si on veut, en 4 grands effets sociaux. Le premier effet, c'est l'idée que les GESI permettent en fait de créer des liens sociaux, d'améliorer la cohésion sociale sur un territoire, de permettre une reconnaissance sociale d'individus qui peuvent être en marge de la société, comme par exemple les jeunes dans les banlieues. Donc finalement, il y a bien cette idée que les événements sportifs vont générer des liens sociaux, de la cohésion sociale qui n'aurait pas eu lieu sans les événements sportifs. Deuxième fonction sociale des GESI, c'est l'idée que les GESI contribueraient à améliorer le volume de la pratique sportive dans le territoire d'accueil et que cette augmentation du volume de pratiquants dans un pays aurait des effets importants en termes de santé publique, par exemple, d'autant plus dans certains sports qui auraient des valeurs positives, comme par exemple le rugby. Donc il y a bien cette idée de dire qu'un événement sportif contribue à terme à augmenter le volume de pratiquants sportifs, soit d'une discipline quand on est sur un événement unisport, soit de plusieurs disciplines quand on est sur un événement multisport, comme les Jeux Olympiques, et que cette diffusion des pratiques, je fais une petite parenthèse qui est souvent éphémère, c'est-à-dire d'1 an, eh bien, ça aurait des effets indirects en termes, encore une fois, de santé, de citoyenneté, d'insertion sociale, etc., etc. Troisième fonction sociale qui est souvent associée aux GESI, c'est l'idée que les GESI, en contribuant à améliorer
l'urbanisme, c'est-à-dire les infrastructures auxquelles les individus peuvent avoir accès, leur environnement global, je dirais, eh bien, ça contribuait à améliorer leur bien-être. Bien, c'est l'idée que lorsqu'on accueille un GESI, ça peut conduire à décontaminer des sites pollués, que parfois on va améliorer l'assainissement de l'eau dans certains quartiers, qu'on va parfois réhabiliter certains quartiers, c'est l'exemple de la Seine-Saint-Denis par exemple, qu'on va aussi créer, comme je vous le disais tout à l'heure, de nouvelles infrastructures, sportives ou non sportives, qui vont finalement améliorer le quotidien des individus, bien au-delà de l'événement sportif. Donc ici, c'est vraiment apprécié en termes d'effets, ce qu'on appelle les effets tangibles. C'est-à-dire que matériellement, de manière infrastructurelle, on va améliorer le quotidien, la vie quotidienne des individus grâce à l'accueil d'un événement sportif, et cela à très long terme. Quatrième et dernier effet social qui est souvent associé au GESI, c'est l'idée, qu'on évoque très très souvent aussi dans les discours politiques, que les GESI sont une source d'amélioration de la visibilité des territoires. Alors à deux niveaux. D'abord parce que on peut retrouver l'idée qu'accueillir un événement sportif international, eh bien, ça va finalement renforcer le sentiment identitaire d'appartenance des individus du territoire hôte. Eh bien, finalement, est-ce que lorsque le Tour de France a lieu, ça va créer un sentiment d'appartenance nationale, de fierté du paysage français, de son capital culturel, son patrimoine historique, etc. D'accord ? Ça permet aussi d'améliorer le sentiment identitaire de l'appartenance en faisant coopérer des acteurs qui n'ont pas l'habitude de coopérer. C'est l'idée qu'accueillir un grand événement sportif international, ça peut par exemple se faire coordonner des acteurs du tourisme, du sport, qui n'ont pas du tout l'habitude de travailler ensemble. Et le deuxième niveau, en termes d'amélioration de la visibilité par les GESI, c'est une idée qui est très répandue, selon laquelle, finalement, accueillir un événement sportif international, ça contribue à des effets de réputation. Autrement dit, ça améliore la notoriété, la visibilité d'un territoire hôte, d'un pays. Donc c'est clairement l'idée de diffuser une image positive, alors d'un point de vue économique, et finalement avec l'organisation d'une cérémonie d'ouverture jamais vue, avec la création d'infrastructures très à la pointe de la technologie, on fait finalement état du pouvoir économique de la France. On a aussi l'idée de témoigner de la capacité d'innovation du territoire hôte par les infrastructures qu'il va moderniser ou créer. C'est aussi diffuser une image, et c'est pas rien, positive en matière de sécurité dans les temps que nous connaissons. Et finalement, organiser correctement, sans problème, un grand événement sportif international, c'est important parce que ça prouve la capacité du pays à assurer la sécurité de populations qui viennent du monde entier. Et enfin, dernier élément qu'il ne faut pas nier, c'est l'idée qu'accueillir un grand événement sportif international, ça renforce la compétitivité des pays hôtes en termes d'accueil de futurs autres événements, qu'ils soient sportifs, culturels, etc. D'accord ? C'est finalement se positionner dans la course à l'obtention de grands événements, qu'ils soient sportifs, culturels. Donc ça, ce sont les quatre, je dirais, grands axes, grands effets sociaux qu'on va souvent associer à l'accueil des grands événements sportifs internationaux. Alors ce qu'il faut dire dès maintenant, c'est que dans cette dimension sociale, il est très courant, pour ne pas dire systématique, que soit négligé ce qu'on appellerait des externalités négatives, en opposition aux externalités positives. Autrement dit, les effets sociaux négatifs que peut générer l'accueil d'un grand événement sportif international. C'est souvent mis de côté, et on ne doit pas le mettre de côté puisque ça existe. Alors parmi ces externalités négatives, ce qu'on peut dire, c'est qu'a priori, j'en parlerai après en termes de vérification empirique, l'accueil de grands événements sportifs internationaux peut être source de violence entre supporters, c'est le cas du hooliganisme par exemple, lors de Coupes du Monde ou d'Euro de football par exemple, source de violence, je dirais, relativement symbolique entre opposants politiques à un projet d'accueil d'un événement sportif. On sait très bien, par exemple en France, que l'accueil des Jeux de Paris a créé des oppositions très fortes d'un point de vue politique. Donc ça, c'est une forme de violence qu'il faut intégrer dans la prise en compte de cette dimension sociale, avec, je dirais indirectement, des effets négatifs sur la cohésion sociale, qu'on érigeait comme élément très positif de l'accueil des GESI précédemment.
Élément négatif aussi en termes de dérives, puisque les GESI sont porteurs d'un ensemble de dérives, alors de nature très diverses, les dérives liées au dopage, que vous connaissez tous, mais aussi liées à des phénomènes de tricherie, de corruption, qui vont émailler un certain nombre d'événements sportifs internationaux dans les dernières décennies. Et bien évidemment, toutes ces dérives vont entraîner des effets négatifs sur l'image et la crédibilité du sport concerné, ou des sports concernés, voire des institutions sportives concernées, mais parfois aussi une image négative qui va être associée au territoire hôte, qui finalement va accueillir et le réceptacle de ces dérives. Alors bien évidemment, de manière indirecte, ces dérives et l'image négative que ça peut générer va avoir des effets négatifs en termes de cohésion sociale, puisque finalement, ça va à l'encontre de tout ce que je vous disais tout à l'heure, d'insertion, etc., etc. Donc ça, c'est cette idée que finalement, les GESI sont source d'effets négatifs. Et parmi ces effets négatifs, aussi dire que sur l'aspect, je dirais plutôt urbanisme, on constate aussi que les GESI sont source de dégradation du bien-être des individus, puisque je vous ai parlé des effets positifs en termes d'infrastructures nouvelles, etc. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que parfois, accueillir un GESI conduit à des déplacements forcés de population pour réhabiliter des quartiers, de manière durable d'ailleurs. Ça conduit aussi à ce qu'on appelle des effets d'éviction, c'est-à-dire que lors de l'accueil d'un événement sportif international, il y a un certain nombre de populations locales qui vont décider de fuir un territoire pendant l'événement sportif, craignant toutes les dérives que je vous ai évoquées. Donc tout ça, ce sont des effets négatifs qui sont trop souvent, de mon point de vue, délaissés. Enfin, on en reparlera, de plus en plus, on intègre aussi la dimension environnementale dans ces effets négatifs. Autrement dit, l'idée très simple de dire qu'accueillir un grand événement sportif international, de par les infrastructures nouvelles que ça nécessite de créer, de par les flux de transport, de spectateurs, d'athlètes, eh bien, ça conduit à une dégradation de l'environnement qui est forcément négatif d'un point de vue du bien-être social. Alors ça, encore une fois, ce sont donc toutes les fonctions qu'on attribue en théorie, a priori, aux événements sportifs internationaux et à leur organisation, à leur accueil, d'un point de vue économique et social. Alors il faut bien préciser maintenant que ces fonctions socio-économiques, comment on les a identifiées, parmi les économistes notamment et les sociologues, on les a identifiées à partir de ce qu'on pourrait appeler des faits stylisés, autrement dit des faits typiques qu'on ne peut pas véritablement chiffrer ou documenter de manière très rigoureuse. Et très souvent, en fait, ces faits typiques, on va en rendre compte à travers des exemples, à travers des déclarations, à travers des sentiments globaux. Donc, par exemple, si je prends l'effet positif lié à la cohésion sociale, les GESI créent une amélioration de la cohésion sociale. Souvent, on attribue cet effet à l'exemple de la France Black-Blanc-Beurre durant la Coupe du Monde 1998, où, a priori, on avait assimilé les performances de l'équipe de France à l'accueil de cet événement à une réduction des tensions dans les banlieues, etc. D'accord ? C'est de cet exemple qu'on a monté cet effet social en matière de cohésion sociale. Alors, je vous ai mis ici un tas d'autres exemples. On nous dit par exemple que pour la Coupe du Monde de rugby 2023 qui a eu lieu en France, 160 000 personnes auraient bénéficié de programmes sociaux, sans véritablement savoir ce qu'on met derrière et de quelle façon ils ont pu en bénéficier. On a aussi l'idée, d'un point de vue économique, que les GESI, puisqu'ils attirent beaucoup de touristes, et donc de populations étrangères, forcément ça va avoir un impact économique important. D'ailleurs, c'est très souvent, encore une fois, évoqué dans les discours politiques. De la même façon, très souvent, on va dire, quand on améliore le parc d'équipements sportifs, ça va forcément bénéficier aux individus qui vont pouvoir plus pratiquer sur le territoire. Donc on associe tout, on va exemplifier tous ces effets et les monter en espèce de théorie qui nous permettrait d'identifier ces fonctions socio-économiques du sport et de légitimer l'accueil des événements sportifs. Le problème, c'est que quand on creuse davantage les événements sportifs et donc le détail des faits, cette généralisation qui est faite, puisque c'est une généralisation, elle peut s'avérer fausse. Je vous l'ai montré, il y a aussi des contre-arguments finalement à ces effets positifs. Et donc c'est intéressant puisqu'en fait, tout ce sur quoi reposent tous les effets positifs des GESI, ça repose en fait sur une visée normative
Autrement dit, puisque l'on pense qu'accueillir un GESI aura forcément des effets positifs, on va construire tout le référentiel pour justifier qu'on puisse accueillir et que ce soit pertinent d'accueillir les grands événements sportifs internationaux. Mais lorsque on s'intéresse de près et qu'on est scientifique, économiste et qu'on s'intéresse à ces problématiques, eh bien ces hypothèses qui sont dressées, qui sont très normatives, comme je vous le disais, qui finalement associent les GESI à que des effets positifs, eh bien il faut les vérifier. Il faut les vérifier par des études qu'on appelle empiriques, c'est-à-dire des études qui sont documentées par les faits qu'on va observer. Et donc la question que je me pose, c'est finalement tous ces effets a priori, est-ce qu'on peut les confirmer dans la réalité des grands événements sportifs internationaux? C'est d'autant plus important de s'intéresser et de valider par des études empiriques ces effets théoriques, je dirais, que les GESI, comme vous le savez sans doute, ils requièrent un niveau et une dose de financement public qui est loin d'être négligeable la plupart du temps. Alors c'est toujours difficile de donner une moyenne, mais on a certains événements sportifs pour lesquels la contribution publique va jusqu'à 80% du budget des grands événements sportifs internationaux. Alors je vous ai mis quelques exemples ici. J'ai volontairement pas mis celui de Paris 2024 puisqu'on va le traiter par la suite. Mais on voit bien par exemple que pour les Jeux de 2012 à Londres, eh bien, on a eu un niveau de plus de 8 milliards d'euros de dépenses publiques. Pour la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, près de 3 milliards d'euros de dépenses publiques. Si je m'arrête, je ne vais pas tous les faire, mais la Coupe du Monde 98, on a eu un financement de près de moitié de fonds publics via l'État central pour 34% et les collectivités territoriales d'accueil pour 17%. Donc finalement, puisqu'il y a du financement public, ça légitime d'autant plus qu'on cherche à valider ou pas les fonctions socio-économiques que je vous évoquais précédemment. Alors, de plus en plus, on laisse penser que les budgets des grands événements sportifs internationaux requièrent de moins en moins de financement public. Autrement dit, qu'il y a une privatisation des sources de financement. Alors, au niveau de ce qu'on appelle des comités d'organisation, par exemple le COJO, le comité d'organisation des Jeux Olympiques pour le cas de Paris 2024, c'est en partie vrai. Alors c'est en partie vrai dans le cas précis de Paris 2024, puisque si on remonte aux Jeux précédents, c'est moins vrai. Puisque le comité d'organisation était à 96% financé par des fonds privés, des entreprises. J'y reviendrai. Ce qui concerne la société de livraison des équipements sportifs, là pour le coup on avait un financement public qui était de l'ordre de plus de 2 milliards d'euros. Donc il y a quand même une dimension de financement public à ne pas négliger. Donc finalement, cette privatisation des sources de financement, c'est vrai pour je dirais, les coûts d'organisation classiques, c'est-à-dire la cérémonie d'ouverture, les remises des médailles, les transports des athlètes, etc. etc. Mais pour les infrastructures, puisque souvent ces dépenses sont prises en charge par les territoires d'accueil, c'est-à-dire soit des financements État central, mais le plus souvent des financements des collectivités territoriales, eh bien, ces dépenses relèvent la plupart du temps de fonds publics. Donc la privatisation des sources de financement, elle est à nuancer à deux niveaux. Elle est à nuancer puisqu'on l'a surtout identifié dans le cas de Paris 2024 et on l'identifie pour le cas des comités d'organisation et pas pour la modernisation, création des infrastructures sportives et non sportives. Du coup, ce constat, il amène à ce que les économistes, mais c'est vrai aussi du côté des sociologues par exemple, eh bien, se sont investis, je dirais, d'une double mission. Une mission qui vise eh bien, à mieux évaluer les événements sportifs internationaux, leurs effets, pour eh bien, aider à la prise de décision publique en matière d'accueil des événements sportifs internationaux, et même en matière d'accueil tout court d'événements. Et aussi, c'est en partie ce que j'essaie de faire aujourd'hui, pour informer le contribuable, vous tous ici, qui allez financer un certain nombre d'événements sportifs internationaux ou supranationaux. Alors, ce qui est important dans cette double mission, je vous avais promis des gros mots, j'en ai déjà dit quelques-uns, je vais encore en dire un, c'est d'intégrer ce qu'on appelle en économie le coût d'opportunité. C'est-à-dire que l'idée ici, c'est certes d'évaluer les effets des grands événements sportifs internationaux, mais c'est aussi de
comprendre quels auraient été les effets si les fonds publics mobilisés pour les grands événements sportifs internationaux avaient été dédiés à d'autres types de politiques publiques. Je ne sais pas, pour le coup, à la création d'un quartier d'affaires, à la réhabilitation d'un quartier qui n'avait rien à voir avec les Jeux Olympiques, etc., etc., ou à une politique éducative, ou par hasard à une politique de développement de l'université, par exemple. Donc finalement, ce coût d'opportunité, il est très important. C'est d'autant plus important, cette double mission, que ce qui entoure les études et les évaluations, je dirais, des grands événements sportifs internationaux, et ça, ce depuis des décennies, depuis une vingtaine d'années, ce sont des logiques d'instrumentalisation des évaluations. Autrement dit, depuis une vingtaine d'années, les chiffres que vous voyez passer sur les effets surtout économiques et un peu sociaux des événements sportifs, c'est des chiffres incroyables. C'est des montants avec des niveaux d'impact qui sont incroyables. Le problème, c'est que ces chiffres, il faut les lire au regard d'une instrumentalisation dont sont en quelque sorte victimes les cabinets d'études, ce sont des cabinets privés qui vont effectuer ces études d'impact. En réalité, ces cabinets vont très souvent recevoir une forme de pression, soit du commanditaire public, autrement dit de l'État ou du territoire qui va accueillir ces événements sportifs, soit parfois de partenaires économiques d'un événement sportif qui ont intérêt à ce que l'événement se passe pour qu'eux puissent se développer économiquement. Donc clairement ici, je vais être à peine caricatural, et je peux vous dire ce que je l'ai vécu, c'est finalement, vous allez faire une étude d'impact économique par exemple, pour un État qui va accueillir un grand événement sportif international, les JO par exemple. Vous allez faire cette étude de manière très rigoureuse, et vous allez proposer un chiffre d'impact économique par exemple, et le commanditaire va vous dire bah, c'est pas assez. C'est pas assez parce que nous, si finalement on fournit ce chiffre aux contribuables, bah, ils ne vont pas accepter qu'on organise l'événement. Ce n'est pas suffisant. Je caricature à peine, je vous dis, je l'ai vécu. Et donc ça conduit à une surestimation des impacts qu'on va associer aux grands événements sportifs internationaux. Surtout d'un point de vue économique, j'y reviendrai. D'accord ? Alors, il faut se mettre à la place de ces évaluateurs privés qui répondent souvent favorablement à ces demandes des commanditaires parce qu'eux, ils souhaitent être remissionnés pour d'autres études d'évaluation. D'accord ? Donc, ils sont dans une logique où dire non, c'est compliqué pour eux, puisque par la suite, ils pourraient être complètement blacklistés de ce type d'études pour des événements à venir. Alors, c'est aussi pour ça que de plus en plus, des chercheurs universitaires, dont je fais partie, sont intervenus pour essayer de combattre cette instrumentalisation et de révéler les chiffres exacts des impacts des événements sportifs internationaux. Je ne suis pas en train de vous dire que les chercheurs universitaires font tout bien, mais en tout cas, on essaie de ne pas tomber dans cette logique d'instrumentalisation. Et croyez-moi, c'est parfois difficile. Alors, dans ce paysage, que j'espère que vous avez bien compris, ce qui a vraiment été le socle de référence pour évaluer les grands événements sportifs internationaux, ça a été, c'est encore d'ailleurs, ce qu'on appelle les études d'impact économique. Autrement dit, c'est vraiment la dimension économique que je vous évoquais tout à l'heure. Alors, ici, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, ce n'est pas le but, mais de vous dire qu'il s'est construit, sur les 10 dernières années, une méthode d'évaluation qui est scientifiquement rigoureuse, validée, et qui est maintenant appliquée. D'ailleurs, ça a été construit en France, et c'est maintenant appliqué dans le monde entier par les collègues universitaires qui font de l'évaluation des événements sportifs, et d'ailleurs même des événements culturels de manière plus globale. Ça a été appliqué à un tas de grands événements sportifs internationaux, que ce soit les GESI en tant que tels, JO, Coupe du monde de rugby et de foot, mais aussi des événements sportifs d'ampleur internationale, mais peut-être plus modestes que les Jeux. Je pense par exemple à des compétitions qu'on appelle régulières, comme par exemple la NFL, le football américain aux États-Unis, comme la NBA aux États-Unis. Eh bien, on a appliqué aussi ces méthodes d'évaluation pour essayer d'évaluer leur effet. Et la méthode est tout à fait valide. Alors l'objectif, pour vraiment, encore une fois, vous le faire très court, alors c'est un modèle qui est basé sur le principe qu'on appelle du circuit économique en économie. C'est-à-dire qu'on va juste relier des flux. Ce n'est pas beaucoup plus compliqué que ça. On va relier des flux générés par un événement sportif, des flux économiques, des flux de revenus. D'accord ? Et l'idée, c'est de mesurer le changement économique net. Autrement dit,
c'est d'essayer de comprendre ce que crée précisément comme revenu un événement sportif international. Il y a presque un exercice contrefactuel, c'est-à-dire, s'il n'y avait pas eu l'événement sportif, quels auraient été les revenus en moins sur le territoire? Et avec l'événement sportif, quels sont les revenus en plus? D'accord? C'est vraiment presque d'essayer de comprendre la situation avec et sans l'événement sportif. Alors ça, c'est important d'être rigoureux de ce point de vue-là, puisqu'il s'agit encore une fois de dépasser l'instrumentalisation que je vous évoquais tout à l'heure. Et dans cette instrumentalisation, on va prendre en compte tous les revenus générés par un événement sportif, ce qu'on appelle le poids économique. Alors je vais essayer de m'expliquer. En fait, dans une bonne étude d'impact économique, et vous pourrez presque tous en faire en sortant de cette salle, il faut en fait intégrer les dépenses d'agents qui sont extérieurs au territoire qui va accueillir un événement sportif. Prenons le cas des Jeux de Paris 2024, on va intégrer les dépenses de tous les individus hors de la France, pour faire simple. D'accord ? Dans les études de poids économique, on prend tout. C'est-à-dire que même vous et moi, qui avaient assisté au jeu, on va prendre en compte les dépenses. D'accord ? Pourquoi on ne le fait pas dans une étude d'impact économique qui est rigoureuse? Parce qu'en fait, on va faire l'hypothèse de ce qu'on appelle l'effet de substitution. C'est-à-dire que vous et moi, qui avons peut-être assisté au jeu de Paris 2024, cette somme qu'on a pu dépenser en billets, en restauration, en bière, etc., eh bien, on aurait quand même dépensé cette somme d'argent pour d'autres événements, d'autres activités, s'il n'y avait pas eu les Jeux de Paris 2024. On aurait été au théâtre, on aurait été au cinéma, on aurait été dans des bars à Reims pour boire des bières, etc., etc. Donc c'est cette idée finalement que le revenu que vous avez dépensé, vous l'auriez dépensé, même sur les Jeux Olympiques. D'accord ? Donc c'est finalement de la monnaie qui reste sur le territoire. Et ce raisonnement, il vaut aussi pour les entreprises. On va intégrer les dépenses, par exemple, de sponsoring des entreprises extérieures. Pas de celles qui sont en France, qu'ils auraient sponsorisé autre chose s'il n'y avait pas eu les Jeux, finalement. D'accord ? C'est vrai aussi pour les collectivités, enfin pour les pouvoirs publics de manière générale. Ben, finalement, le financement public, on ne l'intègre pas au calcul d'impact. Puisque si l'État français n'avait pas financé les Jeux, ils auraient financé autre chose. Donc ça serait resté sur le territoire. Ce qu'on appelle l'effet de substitution. C'est la grande différence. Toutes les études qui sont instrumentalisées, que je vous le disais tout à l'heure, c'est du poids économique, on prend tout. Une étude rigoureuse, c'est on ne prend que ce qui provient d'acteurs extérieurs au territoire, dont les revenus restent sur le territoire. D'accord ? C'est pas plus compliqué que ça, vous pouvez tous faire une étude d'impact en sortant de cette salle. Ce qu'on appelle l'injection nette. Et ensuite, on va aller plus loin. Comment de cette injection de revenus, issus des organisateurs, des touristes, etc., on va avoir des effets directs, mais des revenus versés à des agents sur le territoire, des effets indirects, le fait que des entreprises vont acheter des biens intermédiaires pour répondre à la demande. Par exemple, je suis un petit vendeur de sandwich autour du Stade de France. Je sais qu'avec les Jeux, il y aura un surcroît de demande. C'est tout à fait logique. Mais je vais moi aussi accroître ma demande auprès du boulanger local. Donc ça, c'est l'effet indirect. Je vais aussi accroître finalement indirectement les revenus de cet acteur. Et au bout du processus, l'idée, c'est de s'intéresser à ce qu'on appelle les effets induits. Comment ces revenus versés initialement, ces nouveaux revenus arrivant sur le territoire, qui créent des revenus du travail et du capital, mais du travail, retenez principalement sur le territoire, qui conduisent aussi à de l'achat de consommation intermédiaire, vont à terme permettre aux acteurs locaux de dépenser plus, d'acheter plus. Effectivement, moi, si je suis le petit vendeur de sandwich qui a triplé mon chiffre d'affaires grâce au jeu, sans doute qu'en ce moment, je suis en train de dépenser plus que je ne dépense habituellement. Je vais m'acheter une plus belle voiture, je vais plus souvent aller au restaurant, etc. etc. C'est ce qu'on appelle les effets induits. D'accord ? Donc ça, c'est les études d'impact comme on doit les mener, et vous êtes encore une fois tous capables de le faire maintenant. Alors, que nous disent ces études ? Ces études, elles nous disent qu'elles ont tendance à converger vers un résultat qui va peut-être vous étonner. C'est que tout type d'événements sportifs internationaux confondus, l'impact économique des GESI, il est relativement faible. En réalité, il est faible, il est souvent faible, parfois, de temps en temps nul, parfois négatif. Autrement dit, il aurait mieux fait de ne pas organiser l'événement sportif. Alors, je vous ai mis ici les exemples de toutes les études qui prouvent cette faiblesse de l'impact économique. La Coupe du Monde de rugby 2007 en France, l'Euro 2016 en France, la Ryder Cup 2018 en France, et tout ce que je vous ai évoqué sur des compétitions plus régulières.
Alors bien sûr, si on veut aller jusqu'au bout de notre évaluation, il faut comparer ce niveau d'impact économique au coût que nécessite l'organisation d'un événement sportif. Puisque l'étude d'impact, ce n'est pas une étude de rentabilité. Si on veut essayer d'approcher la rentabilité, eh bien, ce que génère en termes d'impact économique un événement, on doit le comparer au coût, tout simplement. Et surtout quand il y a du financement public, comme je vous le disais tout à l'heure. Et ça, c'est intéressant puisqu'on est dans un contexte de forte croissance des coûts des événements sportifs internationaux, notamment des Jeux Olympiques. Et on est aussi dans un contexte de sous-estimation ex ante, je vais y revenir, des coûts. Alors sur la première dimension, la croissance des coûts, je vous ai mis ici quelques éléments chiffrés sur les derniers Jeux Olympiques d'été qui montrent très bien qu'on a quand même depuis la fin des années 80 une augmentation, elle n'est pas constante, mais une augmentation des coûts d'organisation des Jeux Olympiques d'été, avec un pic pour les Jeux de 2008 à Pékin, bien évidemment, pour les raisons que vous connaissez sans doute. Donc voilà, je ne vais pas beaucoup plus loin dans cette explication, mais contexte de croissance des coûts, même d'explosion des coûts dans certains cas, et contexte de surestimation des coûts ex ante. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Et je vais expliquer ce tableau. C'est qu'en fait, dans toutes les candidatures et dans tous les événements sportifs internationaux et dans tous les JO en particulier qu'on a pu étudier, ce qu'on a montré, c'est que les coûts ex ante, c'est-à-dire avant l'événement sportif, lors de la candidature, sont toujours minimisés, plus faibles que les coûts réels ex post, c'est-à-dire après l'événement, qui, vous le voyez, sont parfois du simple au double, parfois même plus. D'accord ? Alors, je vais y venir par la suite pour essayer d'expliquer cette forte croissance des coûts, mais il y a très très peu de contre-exemples à cette sous-estimation des coûts avant l'événement sportif. Autrement dit, accueillir un événement sportif, forcément, ça coûtera plus cher que ce qu'on avait prévu, si je résume. D'accord ? Donc là, vous avez ici tout le dépassement en termes de coûts avant l'événement et coûts après l'événement dans la dernière colonne. J'y reviendrai tout à l'heure si vous le souhaitez. Ensuite, il faut aussi comparer cet impact économique et aussi ce ratio impact économique-coût au ratio impact économique-coût d'autres politiques publiques, comme je vous disais tout à l'heure. Pour avoir notre fameux coût d'opportunité, c'est intéressant de savoir quel est le ratio impact-coût des Jeux par rapport au ratio impact-coût de, je sais pas, encore une fois, d'une politique publique de soutien de l'université, de développement de l'université, par exemple. D'accord ? Donc ça, c'est aussi un point très important. Et comme je vous le disais, ça, c'est juste pour avoir une idée de la rentabilité d'un grand événement sportif international. Donc, comme je vous le disais, impact économique comme socle de référence des études d'évaluation des événements sportifs internationaux. Je vous ai dit que ça s'est beaucoup développé, mais ce que je dois vous dire aussi, c'est que dans la période très récente, le recours à cette étude d'impact économique est de plus en plus délaissé. Pourquoi il est de plus en plus délaissé ? Parce qu'en fait, ça ne convient pas au pouvoir public de dire que l'impact économique il est faible. Donc il faut trouver de nouveaux moyens de justifier le bien fondé de l'accueil d'un événement sportif international. Et donc là, on glisse de l'impact économique, qu'on continue à calculer, mais qu'on utilise moins d'un point de vue communicationnel, à ce qu'on appelle l'impact social, pour justifier qu'on va accueillir des grands événements sportifs internationaux. Et ça, Anne Hidalgo l'avait bien compris, puisque dès 2015, elle disait finalement les Jeux, c'est bien joli, mais il n'y a aucune ville qui s'y est retrouvée sur le plan financier. Et je l'ai encore repris sa plus belle photo. Donc, ce qu'on voit se dessiner en ce moment, depuis environ 5 ans, c'est une multiplication des études d'impact social qui sont utilisées pour tenter de justifier la future organisation d'un événement sportif ou le bien fondé de l'organisation passée d'un événement sportif international. Et il y a un gros problème dans ces études d'impact social, comme on l'avait vu au niveau de l'impact économique il y a plusieurs décennies, c'est qu'il n'y a pas de base méthodologique rigoureuse pour appréhender cet impact social. Comme je vous le disais tout à l'heure, on part d'exemples, on part de déclarations, on part de sentiments globaux, d'idées globales, mais il n'y a aucune méthodologie éprouvée qui permet de rendre compte sérieusement des impacts sociaux. Pourquoi ? Parce que en fait, ce sont des effets non marchands. Ce sont des effets qui sont très difficiles à monétariser
Et même si on parvenait à les monétariser, on perd du sens derrière l'effet réel de ces éléments. C'est paradoxal puisque de l'autre côté, les pouvoirs publics, souvent hôtes des événements sportifs, ils poussent à cette monétarisation. C'est donnez-nous un chiffre de l'effet social, qu'on puisse finalement le mettre en évidence auprès de tous les contribuables pour justifier l'accueil d'un événement sportif. Mais ça cache un certain nombre de problèmes. Alors sur les méthodes qui existent de monétarisation des effets sociaux, on a par exemple les méthodes de consentement à payer. C'est une technique qu'on connaît bien en économie, où pour faire très vite, on va demander aux individus combien ils seraient prêts à payer pour accueillir tel ou tel événement, ou réaccueillir tel ou tel événement. Et selon l'agrégation des consentements à payer de chaque individu, on va dire finalement accueillir un événement sportif, ça vaut tant, d'accord, en termes de bien-être. On peut aussi utiliser, j'arrêterai sur cette deuxième technique, les marchés de substitution. Par exemple, pour essayer d'identifier les effets négatifs d'un événement sportif international en termes de, je sais pas moi, en termes de difficulté à se garer, puisqu'il y a des embouteillages, c'est vraiment très compliqué avec l'événement sportif. On va dire, si un individu a acheté un garage pour ne plus être embêté, eh bien, on va en fait dire que l'effet négatif va être apprécié par le prix d'achat de ce garage. Ça s'appelle les marchés de substitution. C'est imparfait puisqu'on ne tient pas des inégalités de revenus entre les individus, parce que la causalité n'est pas toujours simple à identifier, mais c'est des techniques qui peuvent être utilisées, qui pour l'instant sont peu éprouvées, ou en tout cas pas le bien fondé de ces techniques ne sont pas vérifiées dans le cas des GESI en tout cas. Alors je vais aller très très vite sur l'héritage, puisqu'il y a un contournement qui est possible, c'est d'utiliser la notion d'héritage. On entend beaucoup parler de la notion d'héritage, en particulier dans le cas de Paris 2024, comme l'idée de dire que si, en utilisant ce terme héritage, on va réussir à contourner les problèmes de l'impact social. Alors par héritage, qu'est-ce qu'on entend ? C'est l'idée qu'un événement sportif, il doit laisser une trace positive, si possible, dans le temps long. Et souvent, ce qu'on prend comme exemple pour montrer que parfois cet héritage il est négatif, c'est ce qu'on appelle les éléphants blancs. C'est toutes les infrastructures, en particulier sportives, qui sont construites et inutilisées après l'événement sportif. Alors, je vous ai mis ici quelques photos, mais je ne vais pas toutes les faire. C'est par exemple le stade de baseball qui a été utilisé dans le cadre des Jeux 2004 à Athènes. C'est le cas du stade Maracana qui a été utilisé dans le cadre de la Coupe du Monde de football au Brésil et des Jeux au Brésil très récemment. Et c'est aussi le cas, par exemple, de la piscine olympique à Rio. Je peux peut-être mettre rapidement un exemple français. C'est le tremplin de saut à ski juste en face de Grenoble pour les Jeux de Grenoble qui est inutilisé depuis ces Jeux. Donc là, bien sûr, ces éléphants blancs réaffirment le coût d'opportunité. Mais au-delà de ça, je vais aller vite, ce problème de l'héritage négatif, on va aussi le retrouver quand la création des infrastructures sportives ne va bénéficier qu'à une minorité d'individus. Par exemple, dans le cas de la Coupe du Monde de football en Afrique du Sud, le TGV qui a été construit de toutes parts pour l'événement ne bénéficie aujourd'hui qu'aux classes supérieures en Afrique du Sud, parce qu'en fait, les prix d'achat des billets sont extrêmement élevés. Donc ça crée aussi un problème d'un point de vue social. Je vois l'heure qui passe, donc je vais aller assez vite. Pour juste vous dire que sur cette question de l'héritage, qui est mobilisée encore une fois par certains économistes, mais surtout par le mouvement sportif, le CIO, le Comité international olympique par exemple, ça ne résout pas du tout les problèmes méthodologiques que je vous évoquais sur les impacts sociaux. On est incapable de démontrer solidement, d'évaluer solidement l'héritage positif ou négatif des événements sportifs, hormis quelques exemples comme moi je l'ai fait finalement. Et ça conduit à un élément, c'est le fait de dire qu'on ne peut passer que par des enquêtes qualitatives, en tout cas on ne peut que compléter ce qui peut exister par des enquêtes qualitatives pour mieux renseigner cet impact social, cet héritage, appelez-le comme vous voulez, des grands événements sportifs internationaux. Donc ça veut dire qu'il faut aller au contact des individus, il faut aller s'entretenir avec eux, il faut aller observer, mais que ça prend du temps et que ça va contre la logique d'évaluation très pressante que parfois les autorités publiques attendent de l'évaluation d'un événement sportif. Alors, j'en viens à nos fameux Jeux Olympiques de Paris 2024. Et vous allez voir que tout ce que je vous ai dit va me servir pour aller vite sur le cas des Jeux. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, n'en attendez pas trop de moi, puisque je ne peux pas vous répondre par oui ou par non. Aussi parce que
je vous ai présenté tous les problèmes méthodologiques auxquels moi, je n'ai pas de réponse. Je ne suis pas en mesure de mieux calculer l'impact social que des collègues qui s'y essaient. D'accord ? Et moi, je m'y essaie aussi, pour l'instant, je m'y heurte. D'accord ? Donc, je ne pourrais pas vous donner une réponse claire, mais je vais quand même essayer, à travers des études qui ont été menées avant l'événement sportif et aussi de par l'observation d'un certain nombre d'indicateurs aujourd'hui, de vous donner 3 points de nuance au bien fondé de l'accueil de ces Jeux de Paris 2024. D'abord, il faut dire, et ça confirme la tendance, que l'impact économique prévu des Jeux de Paris 2024 est relativement faible, puisque le Centre de droit et d'économie du sport, qui a mené une étude en 2016, actualisée très récemment, juste avant les Jeux, a identifié, alors c'est une fourchette, il y a des scénarios, bref, je vous passe le détail, que l'impact économique des Jeux serait de l'ordre, en France, de l'ordre de 7 à 11 milliards d'euros. Alors vous allez me dire, c'est beaucoup quand même, pourquoi il dit que c'est faible ? C'est 0,0001% du PIB, donc c'est faible. Alors il y a aussi une création d'emplois qui est conséquente, grâce aux Jeux de Paris 2024, d'environ 120 000 emplois à 250 000, avec quand même, quand on regarde au-delà de ces chiffres, une précarisation de l'emploi, c'est-à-dire des contrats de courte durée la plupart du temps, qui est quand même très, très forte. Alors concernant l'impact social, alors je pourrais m'en fier aux déclarations récentes de Tony Estanguet, je n'avais jamais vu ça. Rendez-vous maintenant pour de prochains grands événements sportifs, parce que je crois au pouvoir du sport pour nous faire vivre des émotions intenses, et je crois à son impact positif pour la société. Alors je pourrais croire Tony Estanguet, je pourrais aussi croire, j'y reviens, ma chère Anne Hidalgo, qui dit qu'avec les Jeux, il s'est passé quelque chose de profond dans la société française. Mais moi, ce que je peux dire, c'est qu'il n'existe à ce jour aucune étude d'impact ou d'héritage, encore une fois, peu importe, social, des Jeux de Paris 2024. Alors, le comité d'organisation et toutes les parties prenantes des Jeux ont bien instauré un plan héritage et durabilité, qui est très beau quand on le lit, on ne peut pas dire le contraire. Mais moi, je ne sais pas quels ont été véritablement les programmes derrière, s'ils ont vraiment été mis en place, avec quel type de bénéficiaires. Donc il n'y a pas d'évaluation de l'impact social. C'est impossible de vous dire aujourd'hui, il y a eu un tel ou tel niveau d'impact social. C'est impossible, et on n'est pas prêt de le savoir. Par contre, ce qui est sûr, et ça ne va pas en s'améliorant, c'est que les coûts initiaux prévus lors de la campagne j'allais dire la campagne de qualification, c'est une mauvaise métaphore sportive, lors de la campagne pour obtenir les Jeux, les coûts sont aujourd'hui beaucoup plus élevés. Alors pour vous donner un exemple, le dossier initial, il prévoyait un peu moins de 7 milliards d'euros de budget. Et très vite, ce budget a été revu à la hausse lorsque les Jeux ont été attribués. Alors, modestement au début, 7 milliards d'euros. Mais en 2022, on a eu une nette augmentation, puisqu'on constatait déjà des retards de construction, etc., etc. C'est monté à près de 9 milliards d'euros. Et le chiffre qu'on évoque de plus en plus très récemment, c'est que pour l'instant, les coûts des Jeux de Paris 2024 seraient de l'ordre de 10 milliards d'euros. Alors, vous dire que j'ai mis des points de suspension, parce que aujourd'hui encore, on découvre des coûts qu'on n'avait pas identifiés pour le cas des Jeux de Londres 2012. Jeux de Londres 2012. Donc il est possible que dans 15 ans, on découvre encore des coûts associés aux Jeux de Paris 2024, liés à la gestion des infrastructures, parfois leur démolition, etc., etc. Il y a un tas de coûts qu'on n'identifie pas en tant que tels. Alors, ça va en contradiction de ce que nous disait... J'ai essayé de trouver une plus belle photo que celle-ci, mais elles n'étaient pas nettes. Alors, il y en avait une avec Teddy Riner, etc., c'est dommage. Mais d'Emmanuel Macron, où il disait « les Jeux doivent financer les Jeux ». C'est compliqué parce que tout dépassement de budget est pris en charge par les pouvoirs publics. Certes, le budget initial de Paris 2024 était à dominante privée, il faut le préciser. Pour le COJO, ce qui concerne la Solidéo, le livrement des infrastructures, là, il y avait quand même déjà plus de 2 milliards d'euros de financement public. S'y ajoute tout le dépassement que je suis en train de vous évoquer, qui est financé par le public. Donc à ce jour, on estime que les fonds publics qui ont été alloués à l'organisation des Jeux de Paris 2024, c'est environ un tiers du budget. Donc entre 3 et 3,5 milliards d'euros. Et ça va continuer à grossir, d'accord ? Par rapport à, je veux dire, l'histoire parle pour elle-même. Alors les raisons, je ne vais pas toutes les évoquer, c'est des retards de construction, des dépenses pas prévues,
un contexte inflationniste, bien évidemment. Le fait qu'on ait voulu bien faire dans un contexte où on n'avait pas très bien fait dans le cadre de l'organisation d'autres événements sportifs. Je pense à la Ligue des Champions, la finale de la Ligue des Champions 2022 qui avait fait un fiasco total, à un tas de problèmes qu'a subi l'organisation et le déroulement de la Coupe du Monde de rugby 2023. Et donc finalement, on a voulu se prémunir de tout ça en organisant vraiment très bien les Jeux de Paris 2024, quitte à y mettre un peu plus d'argent de prévu. Alors au-delà du budget, il faut dire que l'alourdissement de ces coûts globaux des Jeux, ils sont aussi à entendre et à comprendre au regard des dépenses qui ne sont pas directement concernées dans les coûts que je vous ai évoqués. Ce sont les coûts de sécurité. Il y a un rapport sénatorial et de l'Assemblée nationale qui a été publié très récemment qui montre qu'à ce jour, les dépenses de sécurité liées aux Jeux, ministère de l'Intérieur, ministère des Armées, c'est 1,6 milliard d'euros, qui n'étaient pas budgétés dans tout ce que je vous ai dit là. Ça n'apparaît pas ici, c'est en plus. On pourrait parler des dépenses des collectivités territoriales. L'assainissement de la Seine, c'est 500 millions d'euros, je crois. Donc, vous voyez, quand on met bout à bout, quand on fait l'addition, ça alourdit sérieusement la facture de ces Jeux. Et je passe, mais il existe aussi des exonérations fiscales qui finalement vont minimiser les recettes publiques, puisqu'en fait le CIO a, de manière très habile, réussi à négocier que tous les Jeux prévoient des exonérations fiscales pour les membres du CIO, pour les membres des comités nationaux olympiques et aussi pour les fédérations internationales. Donc ça, c'est une forme de manque à gagner en termes de recettes publiques. Je passe un peu vite. Pour en arriver à ma conclusion, que vous allez voir venir de loin, c'est que finalement, il est indiscutable que les GESI, dont les Jeux de Paris 2024, sont au moins en partie financés par les populations locales. Ça, c'est une réalité. Donc il y a une socialisation des coûts qui est reconnue, qui est claire. Je dirais que pour moi, ça ne me pose pas problème, cette socialisation des coûts, mais à une condition, c'est que finalement les populations des territoires hauts puissent bénéficier des effets positifs de l'accueil de l'événement sportif. Mais le problème, c'est que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas par rapport à ce que je vous ai montré, ou, dans certains cas, on ne peut pas le démontrer. Ce n'est pas mesurable, on n'arrive pas à le démontrer finalement. Et ce qui est d'autant plus problématique, c'est qu'à côté de cette socialisation des coûts, ce qu'on va constater, c'est une privatisation des bénéfices. C'est-à-dire que le CIO génère des revenus très importants, bien évidemment, grâce aux Jeux Olympiques, capte des revenus importants. Les décideurs publics qui soutiennent ces projets, souvent, ils le font dans une logique soit électorale, soit d'amélioration de leur image, qui finalement leur est positive, peu importe l'état des finances publiques au terme de l'événement. Et bien évidemment, tous les partenaires économiques de ce type d'événement, eux aussi, y trouvent un intérêt important d'un point de vue très mercantile, lucratif, en termes de promotion de leur image, de vente de produits directement sur les sites, etc. etc. Donc la question qui se pose, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut plus organiser des événements sportifs internationaux, mais il faut peut-être mieux les évaluer et mieux se poser la question, peut-être de leur gigantisme dans un premier temps, mais aussi du bien fondé de l'organisation compte tenu de ce qu'on pourrait faire avec des financements similaires pour soutenir d'autres politiques publiques. Alors malheureusement, l'actualité récente me fait parler des universités et dire que certes, on identifie un impact économique des Jeux de Paris 2024 entre 5 et 12 milliards d'euros, mais il y a un tas d'études d'impact économique au niveau local qui montrent que les universités rapportent sur leur territoire, souvent les territoires régionaux, entre 2 et 3 milliards d'euros. Donc si on cumule tout l'impact économique des universités, ça pèse plus que les Jeux de Paris 2024. Donc pourquoi pas affecter ces même presque maintenant 10 milliards d'euros au financement des universités. C'est un petit acte qui devait être présent aujourd'hui. Donc j'en ai terminé, désolé d'avoir été un peu long, et j'espère que ça a été clair en tout cas, et je suis à votre disposition pour répondre si possible à vos questions. Et il y a mon mail aussi ici si vous avez des questions qui vous viennent au fur et à mesure, ou si vous avez envie de faire une étude d'impact ce soir en rentrant chez vous, vous avez quelques questions.